la soirée porte sur, non pas simplement le livre, mais ce grand questionnement. Est-ce qu'en fait, il y a une différence homme-femme dans la nature, ou c'est simplement la société qui l'a créée, comme on nous le dit à la télévision? Donc, je vais vous apporter le fruit de mes lectures. Depuis un peu plus de 3 ans, je ne fais que ça. Isabelle se moque beaucoup de moi. C'est-à-dire que je décortique la littérature scientifique pour identifier les preuves qui existent sur notre nature particulière d'homme ou de femme. Et ceci n'est pas juste pour savoir. Il y a 2 importants intérêts. Premièrement, c'est est-ce qu'un jeune qui grandit peut se dire, moi, je suis une fille, mon horizon, c'est d'être une femme et peut-être une mère. Et si c'est moi, garçon, qui grandis, est-ce que j'ai un horizon particulier d'homme et peut-être de père? Donc en somme, notre souci, avant tout, ce sont nos enfants, nos petits-enfants. Est-ce que, de fait, nous avons une nature pleine, masculine, féminine, ou bien c'est simplement notre corps? Et dans le fond, les autres différences sont ce que nous dit la télévision, c'est-à-dire que la société s'est organisée, notamment les messieurs, qui sont très méchants, sont organisés pour prendre le pouvoir et donner la femme au fourneau et nous, les hommes, au boulot. Donc, est-ce que c'est vrai, ou est-ce que, je crois qu'on est beaucoup de chrétiens dans la salle, le Créateur a mis en nous quelque chose d'intéressant comme homme ou d'intéressant comme femme, de particulier. Donc il y aura 2 parties dans la soirée. La première partie, je vais vous parler de la construction de l'identité sexuelle, comment on passe de la conception à l'âge adulte, comment on devient garçon, homme, ou comment on devient femme, comment ça se passe, à quel moment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Et dans un deuxième temps, j'évoquerai un autre sujet fort important qui est, et dans le fond, est-ce que nous les hommes, on a quelque chose à apporter aux femmes, et est-ce que les femmes ont quelque chose à nous apporter? Est-ce qu'on a chacun quelque chose à apporter, comme dans une auberge espagnole, de complémentaire? Ça va? Donc première partie, la croissance de l'identité sexuelle, et la deuxième partie, la différence sexuelle comme une complémentarité. Ça va? Bon, je vais poser mon pull parce qu'il fait chaud. Hein. J'ai même mis les chemises longues, mais je mange longue. La manche courte, on n'aurait pas la faire. Voilà. Ah, par contre, j'ai un petit problème, c'est que j'ai besoin d'une horloge, sinon je suis très 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 long. Je vais prendre une horloge. Ah, il y en a une dans la salle? Ah oui, mais elle vit dans un temps perpendiculaire au nôtre. Je crois qu'il y en a une là. Voilà, il est 9h05. J'essaye de parler 3/4 d'heure. Ça vous va? Ça va? Je serai le maître des horloges. Ah, merveille, super génial. Voilà, donc la croissance de l'identité sexuelle. Et vous allez voir, c'est un parcours assez extraordinaire. Au début, quand j'ai commencé à lire, je ne savais pas quelle serait la conclusion des articles scientifiques. Et j'en ai lu plus de 500, il y en a un peu plus de 500 dans le livre. Et je suis émerveillé, et chaque matin, j'arrive, quand Isabelle arrive, je me lève très très tôt, elle arrive au petit déjeuner, je lui dis, chérie, tu sais pas? Et je lui raconte ce que j'ai trouvé de nouveau. Et c'est passionnant. En fait, dès la conception, avant même que le petit s'installe dans l'utérus, il y a déjà une différence entre les garçons et les filles. Je vous demande de deviner qui est-ce qui consomme le plus d'énergie. Eh bien, c'est les gars. Les gars se développent plus vite et consomment plus d'énergie. Mais il y avait 50% de chance de gagner. Hein. C'est plus qu'au loto. Et donc, avant même l'implantation, quand on regarde un œuf en développement, on devine en moyenne si c'est un petit gars ou une petite minette, parce que déjà, on ne se conduit pas pareil. C'est-à-dire qu'en fait, dans nos chromosomes, il y a
d'emblée une activité du chromosome Y chez les garçons, et vous savez, c'est XY chez les garçons et XX chez les filles, et cela fait déjà une différence, dès avant même l'implantation de l'utérus. Mais ceci, c'est juste une sorte de Fioretti. La première chose à savoir, c'est que la grossesse, c'est le temps des fondations. C'est dans le ventre de notre maman, que se forment les fondations de notre nature d'homme ou de femme, sur le plan du cerveau. De telle manière que, à la naissance, on sait déjà, si on regarde le cerveau avec des imageries cérébrales ou autres, mais je vais vous dire comment on l'a su, on voit déjà si c'est un cerveau de petit gars ou un cerveau de petite fille. Donc les fondations, c'est dans le ventre de la maman, sous l'effet des hormones qui circulent dans le liquide. Vous savez qu'on nage dans le liquide amniotique, le liquide dans lequel nage le bébé, et l'enfant sécrète des hormones, et ces hormones passent dans le liquide dans lequel il vit. La peau du petit bébé, dans le ventre de la maman, elle est quasiment transparente, si j'ose dire. Les choses rentrent et sortent par la peau. Et donc, si il sécrète des hormones, ces hormones, on les retrouve dans le liquide qui l'entoure. Ça va ? En moyenne, les petits gars ont 5 fois plus de testostérone, l'hormone masculine par excellence, en ont 5 fois plus dans le liquide dans lequel ils nagent que les petites filles. Et cette testostérone va avoir une très grande importance. Elle va façonner le cerveau du petit gars. Et comment on le sait ? Les chercheurs qui ont été pour moi les plus convaincants, ce sont des Anglais, c'est Baron Cohen et toute son équipe. Ils ont observé des petits gars et des petites filles à 2 jours, 4 jours, 20 jours, 2 mois, 2 ans, et ils continuent maintenant. Les enfants ont 15 ans ou plus, ceux qui suivent. Et en fonction de la quantité de testostérone qu'il y avait dans le ventre de la maman, ils voient ce que devient l'enfant. C'est-à-dire que si j'ai beaucoup de testostérone dans le liquide quand je nage dans le ventre de ma maman, je vais avoir des traits de caractère très masculins. Au contraire, s'il y a très peu de testostérone, j'aurai des traits de caractère féminins. Par exemple, le don qui excelle en moyenne chez les femmes, c'est la capacité de lire dans les yeux des autres si ça va bien ou si ça va mal. Les petites filles, dès 2 jours après la naissance, ont plus tendance à regarder les yeux de leur maman que ne l'ont les petits gars. En moyenne, une petite minette, elle a tendance à regarder les yeux de la maman, à chercher les yeux. Et ça va se développer, elle va avoir une aptitude à repérer si ceux qui l'entourent vont bien, beaucoup plus grande que les petits gars. Le nombre de mots dans le vocabulaire disponible à 2 ans est différent en moyenne chez une petite fille et chez un petit gars. Les petites filles ont plus de mots dans leur boîte à outils de vocabulaire. Et les petits gars ont plus... Vous savez, il y a une grande différence. 2 enfants sont différents, n'est-ce pas ? Ce ne sont que des moyennes. Mais si le petit gars avait beaucoup de testostérone dans le ventre de sa maman, alors il a très peu de mots de vocabulaire à 2 ans. Au contraire, s'il avait peu de testostérone, un peu comme l'ont les filles, le voilà plutôt bavard, avec une belle bibliothèque de mots à 2 ans, comme l'ont plutôt les filles. Donc vous voyez, cette simple quantité de testostérone qu'on a dans le ventre de notre maman nous façonne pour avoir soit le goût pour les choses systématiques, l'esprit systématique, c'est-à-dire s'intéresser au fonctionnement des mécanismes, par exemple, comme l'ont souvent les garçons. Et au contraire, si on a beaucoup de testostérone dans le ventre de notre maman, peu de testostérone dans le ventre de notre maman, on a plutôt une aptitude à l'empathie, à s'intéresser à ce qu'il y a dans le cœur des autres. C'est compréhensible ? Oui. Ah
ben, note-les pour la fin, parce que sinon 3/4 d'heure c'est court, il ne faut pas que je gère avec des questions. Donc c'est des exemples, si vous voulez, un peu fétiches, parce que les gens l'ont répété autour du monde, on a vérifié ça. Parce que c'est la preuve par 9, qu'on est façonné comme très masculin ou très féminin dès le ventre de notre maman, par le fait même que ça dépend de la quantité d'hormones qu'on avait dans le ventre de notre maman, et non pas simplement du fait qu'on a un petit gars ou une petite fille. Parmi les filles, celles qui ont très peu de testostérone dans le ventre de leur maman, alors là, c'est les douées de l'empathie. Celles qui ont très peu de testostérone dans le ventre de la maman, elles vont être très empathiques en moyenne. Au contraire, il y a des petites filles qui ont tout de même beaucoup de testostérone dans le ventre de leur maman, et on dit, tiens, ça, c'est un garçon manqué. Et vous voyez, c'est qu'en fait, on a beaucoup de choses qui nous sont données dès ce moment-là, dès ce temps-là. D'accord? C'est le premier temps. Et ça a été reproduit, donc c'est quelque part, les articles qu'on cite toujours comme une preuve de cette différence garçon-fille dès le ventre de la maman. Il y en a bien d'autres. Le deuxième temps, c'est la première année de l'enfant. C'est ce qu'on appelle la mini-puberté. La première année de l'enfant est comme une première puberté. C'est la mini-puberté. Découverte lyonnaise. Connue dans le monde entier, c'est quand même pas courant. C'est une femme qui s'appelait Magdelot, mais je ne sais plus son nom de famille, moi je la connaissais, qui a découvert la mini-puberté. C'est-à-dire que de la même manière, les hormones du petit gars ou les hormones de la petite fille terminent le travail pendant la première année. Le petit gars continue à être masculinisé par de la testostérone et la petite minette à être féminisée par les estrogènes, l'hormone de la femme. Et après cette fin première année, tout rentre dans le repos. Quand on regarde les hormones d'un petit garçon, d'une petite fille à 4 ans, 6 ans, c'est la même chose. Ce n'est plus le temps où notre corps est façonné par nos chromosomes. Le deuxième temps, qui est le temps de l'enfance, c'est comme un stage pratique. Ce qu'on a acquis dans le ventre de notre maman à la première année, il faut maintenant le mettre en pratique. Et vous voyez les enfants qui ont leur jeu, on les voit faire, que ce soit jouer avec des camions ou jouer avec des poupées, et ça n'arrête jamais, la répétition, ils répètent, ils répètent, ils répètent. C'est comme un stage pratique pendant lequel ils réinscrivent ce qu'ils ont reçu pendant la grossesse et la première année. Donc l'enfance est comme un stage pratique. En effet, au sortir de l'enfance, le petit gars qui a beaucoup joué au petit gars, il a développé ses aptitudes de petit gars. La minette qui a beaucoup joué la petite fille, elle a développé des aptitudes de petite fille. C'est donc vraiment comme un stage où on développe ce qu'on nous a donné en premier temps. Est-ce que ça va? Donc premier temps, c'est de la conception jusqu'à 1 an. C'est surtout hormonal, sous l'effet des chromosomes. Le deuxième temps, c'est comme un stage pratique, mais il n'y a plus d'effet des chromosomes eux-mêmes. Et le troisième temps, c'est la plus grande nouveauté, vraiment ce n'était pas connu il y a 15-20 ans, c'est ce qu'on appelle la deuxième douzaine. C'est-à-dire de 12 à 24 ans, ou de 10 à 22 ans environ, plutôt 10 à 22 ans chez les filles et 12 à 24 ans chez les gars. C'est un temps de mue cérébrale. On voit sur les imageries fonctionnelles du cerveau une mue cérébrale, c'est-à-dire qui va durer 12 ans. C'est l'adolescence. L'adolescence n'est pas l'âge bête, contrairement aux apparences. Parce que quand on a des ados, n'est-ce pas, en ce moment, on en a plusieurs qui démarrent dans les petits-enfants. Bon, on a envie de dire que c'est l'âge bête. Non, c'est la mue du cerveau. Donc, ils nous paraissent un peu bêtes. Mais c'est la mue du cerveau qui va être absolument essentielle. Donc, vous voyez, on a vu ce qu'était la première douzaine. La deuxième douzaine va être extrêmement importante et elle commence en effet à 10-12 ans, mais elle ne termine pas à 18 ans. Le fait d'avoir mis la majorité à 18 ans, bon, ils ont cru bon, mais c'est une grande sottise en fait, parce que l'âge adulte n'est obtenu qu'à 22-24 ans, et encore, j'ai lu des travaux scientifiques tout à l'heure qui parlent d'une évolution jusqu'à 27 ans.
Enfin bon, on ne va pas attendre la retraite pour être majeur quand même, n'est-ce pas? Mais toujours est-il qu'on croyait que l'adolescence, c'était bref. Remarquez, quand on a des enfants, des fois, on se rend compte que c'est long. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Puis des fois, ça ne s'arrête jamais. Hein. Bon. Donc, mais ça dure 12 ans sur le plan du cerveau. 12 ans. Et ces 12 ans, donc, se composent en 3 fois 4 ans. Il y a 4 ans de puberté, 4 ans de poursuite de l'adolescence et 4 ans d'émergence de l'âge adulte. Je vais vous décrire. Alors, il y a 4 ans de puberté. La puberté, c'est hormonal. C'est pour faire de nous des gens capables de transmettre la vie. Au bout de 4 ans de puberté, qu'on soit un homme ou une femme, on est capable d'avoir un enfant, biologiquement. On a tout ce qu'il faut, nos organes sont aptes à transmettre la vie, et puis on devient désirable et on acquiert le désir sexuel. Et donc, au bout de ces 4 premières années, on peut très bien avoir envie de transmettre la vie ou bien de vivre l'amour. Tout à fait, parce que biologiquement, ces 4 ans-là sont faits pour ça, pour nous permettre de transmettre la vie. Mais on est bien loin de l'âge adulte. Il nous manque les 2 autres fois 4 ans. En effet, le deuxième fois 4 ans, c'est-à-dire la poursuite de l'adolescence, pensez quelque chose environ, vous voyez, jusqu'à 18 ans, jusqu'à 19 ans, vous voyez, ces 4 ans-là, avant les 20 ans, si vous voulez, hein, eh bien, c'est le passage de la vie familiale à la vie sociale. L'être humain est poussé hors de sa famille. Le petit aimait bien venir en vacances avec nous, et maintenant, il veut aller avec ses copains. Il était content des vêtements qu'on lui donnait, maintenant, il veut des marques. Avant, tout allait bien avec ses petites copines, copains, maintenant, son souci, c'est est-ce qu'on est accepté par les autres? On est prêt à faire de grosses bêtises, s'il le faut, pour être accepté par les autres. On pourrait dire que c'est la société qui a créé ça. Oui, mais il y a la même chose chez les petites souris des laboratoires. Quand les souris démarrent leur adolescence, elles sont absolument infernales. Et au point que, par exemple, c'est très facile de créer des addictions chez elles. Et s'il y en a une petite souris qu'on a poussée à l'addiction, eh bien les autres viennent chercher éventuellement des petits schloups d'alcool pour eux aussi. C'est vraiment toutes les petites bêtises de l'adolescence, on les a chez l'animal. Donc ce deuxième temps, il est même vital. Les spécialistes disent que il y a presque un risque de mort si je reste dans ma famille, biologiquement. Le cerveau, c'est un peu comme quand on a faim, on est infernal, il faut absolument qu'on mange. Ben là, c'est pareil, il faut absolument que le petit sorte de la société, c'est vital. C'est pour ça que ils peuvent être infernaux dans leurs désirs, mais parce qu'en fait, ils sont comme poussés par la peur de mourir, biologiquement, enfin, fondamentalement. Ça va? Parce que dans beaucoup d'espèces de mammifères, le même élément existe, et c'est un élément tout à fait vital. Hein, pensez, chaque espèce, il y a quelque chose pour passer à la vie sociale. Et donc cela dure 4 ans. Et la 3e fois 4 ans nous amènera donc, c'est autour de la vingtaine, et ça nous amènera à 22 ans souvent chez les filles, plutôt 24 chez les garçons. C'est l'émergence de l'âge adulte. Ça s'appelle, les psychologues appellent ça l'émergence de l'âge adulte. Et sur le plan des imageries cérébrales, c'est d'une évidence forte. C'est-à-dire qu'il y a un développement de la partie du lobe frontal, qu'on appelle préfrontal, qui est la zone, disons, qui prend les décisions rationnelles. C'est-à-dire qu'on acquiert la capacité de discerner. C'est-à-dire de prendre en compte tout autant les éléments réalistes et les émotions, de peser la part du réel et des émotions pour finir par prendre une décision qui n'aurait peut-être pas été celle qu'on aurait prise spontanément 2-3 ans avant. Vous voyez cette capacité de dire non, on va faire ça. Bien sûr, ça va nécessiter telle chose. Oui, je vais me lancer enfin dans mes études. Ça y est, je vais y aller. Alors qu'avant, on se disait, mais mon Dieu, est-ce qu'il se rend compte, il veut être guitariste de jazz, bon c'est sympa, mais ça va peut-être pas le nourrir. Non, il est plus capable
et grâce au dialogue entre le lobe préfrontal et l'amygdale cérébrale, c'est-à-dire entre le lobe préfrontal qui est très rationnel et l'amygdale cérébrale qui est le lieu des émotions, de gestion des émotions, eh bien, il est plus capable, à ce moment-là, il acquiert la capacité à discerner. Est-ce que ça va? Et tout ceci, cette deuxième douzaine, va se faire différemment chez un garçon et une fille. La puberté, on n'en parle pas. La puberté d'un garçon et d'une fille, c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Pensez aux transformations de corps d'une fille ou celui d'un garçon, ce n'est pas du tout la même chose. Et le passage à la vie sociale, ce n'est pas non plus la même attitude. Ils ont tous les deux la nécessité d'entrer dans la vie sociale, mais si vous êtes une femme, vous avez beaucoup d'autres choses à acquérir pour passer dans la vie sociale qu'un gars. On n'a pas du tout la même attitude. Le regard des autres, le fait d'être femme dans une société, ou le fait d'être homme dans une société. Donc ce deuxième temps est très coloré de notre sexualité. Et les décisions ne se prennent pas pareil par une femme ou un homme. Nous qui sommes mariés depuis quelques semestres, je crois que nous avons remarqué que nous ne prenons pas des décisions tout à fait pareilles. Et notamment la testostérone. C'est vraiment une hormone merveilleuse de l'homme. Vous savez, c'est une œuvre d'art que notre chromosome Y. Vous savez, il a fallu 160 millions d'années pour façonner le chromosome Y de l'homme. 160 millions d'années. C'est quelque chose quand même. C'est une œuvre d'art. Mais je n'ai pas beaucoup de minutes, mais les hommes qui voudraient savoir pourquoi ils sont une œuvre d'art, je leur dirai en aparté. Donc la testostérone, c'est vraiment un acquis extraordinaire qui permet que dans une famille, ayant déjà la grande empathie, en moyenne, on n'est tout que des moyennes, la grande empathie féminine, la grande aptitude à prendre en compte les dimensions émotionnelles, affectives, féminines, eh bien le Créateur a mis aux côtés de la femme un homme dont il a fermé le robinet des émotions, la testostérone, mettant le chapeau sur l'amygdale cérébrale pour dire tais tes émotions, de manière à pouvoir apporter une coloration moins marquée de l'émotionnel, et puis avec plus de confiance en soi. Vous voyez, le Créateur a mis chez l'homme une grande confiance en soi par la testostérone, des fois même on a un peu trop confiance en nous, les messieurs, et il a agi pour que les estrogènes, au contraire, diminuent la confiance en soi des femmes. Et chez la femme, la confiance en soi change en fonction du cycle. Elle a beaucoup moins confiance en elle en période fertile. Elle a par contre un don d'attachement extraordinaire en période fertile. L'ocytocine, l'hormone de l'attachement, est très très élevée à l'approche de l'ovulation. Vous voyez, donc en fait, la testostérone et l'estrogène ne sont pas que pour nous rendre fertiles. C'est pour nous donner la complémentarité nécessaire. On a scandé un père, une mère sont nécessaires, mais si on nous avait dit « Ah bon, pourquoi ?» on aurait parfois été un petit peu gêné. On dit c'est complémentaire, oui, c'est complémentaire, il y en a un qui s'occupe de la bagnole et puis l'autre qui fait le ménage. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, en fait. C'est beaucoup plus profond. C'est que, en fait, nos natures sont complémentaires parce que, par exemple, les femmes sont douées pour le détail et les hommes doués pour la globalité. Racontez une histoire à des petits gars, des petites filles. Les petites minettes vont se souvenir beaucoup des détails, mais relativement peu de la globalité. Et les petits gars vont se souvenir beaucoup de la globalité, relativement peu des détails. Vous conviendrez que les deux sont importants. Mais personne ne peut faire les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la complémentarité repose justement sur, vous voyez, l'un, on lui donne plus confiance, l'autre, on lui donne moins confiance. L'un s'intéresse plus aux détails, l'autre plus à la globalité. Vous voyez, c'est toute une composition extraordinaire, et puis avec une très grande diversité. Je pense à quelqu'un, par exemple, avec qui je travaille beaucoup, qui est une femme, pleinement femme, mais qui a certains traits de goût pour le systématique qu'on a en général plutôt chez les messieurs. Ça fait une personnalité extrêmement riche. Donc nos personnalités, ce sont les mélanges. Et donc dans une vie, dans un service ou dans une vie conjugale ou familiale, on développe les dons
qu'on se sent utile pour la communauté. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas comme des Legos, il y en a des rouges, il y en a des jaunes. Non, c'est beaucoup plus riche que cela. Est-ce que ça va? J'étais un petit peu long, je ne sais même pas quelle heure il est. Est-ce que ça va encore? Ça fait un bon 20 minutes que je parle. 25. Donc, vous voyez, quand on apprend tout ça, on se dit, mais mon Dieu, mais il ne faut surtout pas que quelqu'un croie que sa croissance sexuelle est terminée à 12 ou 14 ans. C'est désespérant. Vous comprenez? C'est comme si on lui faisait passer le bac ou je ne sais trop quoi, alors même qu'il est en 6e. C'est pas possible. Il lui reste encore 2/3 de son adolescence à parcourir qui sont extrêmement importants pour devenir qui il est. Vous voyez ça? Deuxièmement, quand on laisse entendre que une fille, à la fin de sa puberté, et un garçon peuvent vivre une vie sexuelle, c'est vraiment pas juste. On les prend pour des animaux. Une des caractéristiques de l'être humain, c'est d'avoir une très longue adolescence, de manière à ce que, en plus du biologique qui lui fait transmettre la vie, et certains petits animaux, ils vont immédiatement concevoir leur progéniture. D'autres ont quand même au moins l'adolescence, hein, on parlait des petites souris, donc ça rajoute un petit peu, mais nous c'est carrément 4 ans. Et puis aucun n'a le discernement. Il n'y a que nous. Donc vous voyez, laisser entendre que tout est fait au premier tiers de l'adolescence, c'est triste quand même. On abandonne la société avec une ignorance terrible, alors même qu'on a tout le passage dans la vie sociale qui est absolument nécessaire, toute cette habituation à être homme ou femme dans la société qui nécessite des années, et tout ce temps de transformation de notre cerveau pour être capable de discerner. Donc bien entendu, on ne peut pas attendre que le jeune lui-même discerne. C'est pas possible. Il n'a pas la capacité. Il peut déjà discerner un peu, mais on ne peut pas exiger de lui la sagesse que la biologie lui donnera entre 18 et 22 ans ou entre 20 et 24 ans. Vous comprenez? Le lobe frontal du jeune de 18 ans, il est encore comme une graine. Et il n'est pas du tout développé, vous voyez, pour la partie préfrontale qui est capable de prendre des décisions. Donc vous voyez, il est extrêmement important de petit à petit diffuser ces connaissances qui sont encourageantes. C'est-à-dire que lorsque... il y a quelques livres extrêmement intéressants sur le sujet, outre le mien qui en parle un petit peu, mais ceux qui veulent vraiment, qui sont des éducateurs qui veulent aller plus loin, je vous encourage à lire Dan Siegel, S-I-E-G-E-L, et qui est un homme qui a beaucoup travaillé en neurosciences sur ce sujet, et dont je me sers pour mon livre. Donc en somme, vous voyez, il y a beaucoup à gagner à connaître la croissance de l'identité sexuelle, de la conception jusqu'à l'âge adulte. Et le droit de vote, voilà. Alors là, tu vas te faire des amis, si tu dis le droit de vote à 24 ans. mais il est bon de tenir compte de cela. On parle beaucoup de liberté, de respect des gens, etc. Ben, respectons quand même le fait qu'il ne faut pas prendre l'un pour l'autre, il ne faut pas provoquer l'un par l'autre, et il ne faut sûrement pas abandonner les jeunes qui sont en souffrance dans ce domaine. Parce que de la même manière qu'on peut souffrir parce qu'on n'est pas bon en maths, souffrir parce qu'on n'est pas bon en français, souffrir parce qu'on ne se trouve pas beau, ou parce que la fille peut dire « moi, ma poitrine, elle n'est pas comme il faut, parce qu'elle n'est pas comme il faudrait dans son idée », ben, de la même manière, un garçon peut très bien dire « moi, je rêverais d'être une fille ». J'ai beaucoup parlé de ça avec une grand-mère qui me disait combien elle avait souffert dans toute son adolescence. Elle aurait tellement voulu être un garçon, ça l'occupait jour et nuit. Elle me disait, je vivrais maintenant ici, mais qu'est-ce qui m'arriverait? Et elle me dit, mais heureusement, je suis une maman qui a été heureuse, une épouse heureuse, une grand-mère heureuse, et elle ne l'a pas dit, mais une belle femme, parce qu'on a laissé le temps passer, on l'a accompagnée avec respect, au moins du moins suffisamment de respect, et elle a pu progressivement devenir ce qu'elle est.
Donc, je ne vais pas traiter de la question des souffrances qui sont pourtant à accueillir avec douceur et respect des enfants qui souffrent donc dans leur identité sexuelle. En résumant, hein, il faut premièrement dire qu'on ne peut jamais faire un homme avec une femme. On ne peut jamais faire une femme avec un homme. C'est aussi difficile que de faire un oiseau avec un poisson. Vous savez comment on fait? On prend les nageoires et on en fait des ailes. Ce ne sera jamais de très belles ailes. Ce ne sera jamais des oiseaux qui voleront. C'est exactement pareil quand on prend un clitoris pour en faire une verge, etc. Ce sont des gens qui seront stériles, qui seront tous ostéoporotiques, parce qu'ils ne pourront jamais arrêter les hormones, et qui ne seront jamais la beauté du sexe de l'autre. Jamais. Donc là, il y a une très belle présentation disponible. Ceux qui sont intéressés, je pourrais vous les indiquer. La deuxième chose, c'est ce que disent les psychologues, c'est que premier critère, c'est délicatesse et douceur. Et deuxième critère, le problème n'est pas chez l'enfant, bien souvent. Il est chez nous, on ne s'est même pas rendu compte. Si vous voyez un petit enfant s'entend dire, par exemple, t'es gentil, t'es pas comme ton père, hein, ou t'es bien comme ton père, et il entend à la télé en permanence que les hommes sont des brutes, etc. Et que la grand-mère dit, mais non, toi t'es gentil, mon petit, comme les filles, quoi. Et donc, il y a beaucoup de cas où l'enfant se révèle souffrir, mais de par nous, nos erreurs d'adultes, soit on a attendu un enfant de l'autre sexe, soit on ne s'est pas rendu compte, en fait, 90% des cas, on ne se rend pas compte, mais la souffrance dans l'identité sexuelle n'est pas hormonale, sauf quelques exceptions, je vous ai citées. Il y a des cas où, en effet, la petite fille a baigné dans beaucoup de testostérone dans son ventre pour des raisons complexes, et du coup, c'est une fille, mais qui exprime une difficulté à aimer les hommes, hein, et qui a une souffrance à ce niveau-là. Ça existe, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en ce moment dans les écoles, avec les demandes de changement de prénom. Il ne faut pas du tout mélanger la question de l'homosexualité et la question de l'identité sexuelle. Ça n'a rien à voir. C'est comme le cœur et les poumons, c'est deux organes différents. Il ne faut vraiment pas mélanger. D'accord? Donc je ne traite pas ce sujet parce que je veux traiter l'autre, qui est plus encourageant. Nous avons un drame dont il faudra des dizaines d'années pour sortir. C'est ces changements de sexe, qui sont un drame. Petit à petit, les pays en reviennent. Les enfants qui ont été traités portent plainte contre la société, portent plainte contre les parents, etc. Ça ne va pas arrêter. Et petit à petit, je pense que dans quelques décennies, on va revenir de tout ça, j'espère. Mais dans tout ennui, il y a quelque chose de bon à découvrir. C'est-à-dire, c'est la grandeur de la masculinité et de la féminité. Amusez-vous à aller donner une conférence. Nous on donne beaucoup de conférences ou à des jeunes. Allez, maintenant, ou même on va le faire maintenant, on ne le fera pas vu le temps imparti. Quelles sont les qualités féminines? Dites-moi-en au moins une de qualité féminine. La douceur. L'écoute. L'écoute. La bonté. La bonté. Bon, moi quand je fais ça, je mets un tableau et puis j'écris. En général, 2 feuilles ne suffisent pas. Les femmes sont tellement merveilleuses. Après, je prends 2 autres feuilles et je fais le même jeu pour les garçons. Et là, tout le monde regarde son papier. C'est très difficile d'obtenir des qualités des garçons. Et pourtant, on sent confusément qu'ils en ont. Vous ne trouvez pas? Nous sommes dans une période fantastique de mutation. Les messieurs ne peuvent plus se justifier par le fait qu'ils peuvent tirer la charrue ou sortir le veau du ventre de la vache quand il n'y a pas moyen de véler. Tout ça, donc, il ne nous reste plus rien, les messieurs. On doit redécouvrir qui nous sommes. Et il va falloir se dépêcher, parce qu'il y a des petits gars qui grandissent, et ils aimeraient bien savoir à quoi ils servent. On a un ami avec Isabelle au Kenya, qui s'appelle Fred Olweni, un éducateur très connu là-bas dans le pays environnant. Il dit, je vais vous dire ce que c'est qu'un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, devra essayer de faire
comme font les femmes, mais en sachant qu'il n'y arrivera jamais. Donc, on ne peut pas en rester là, vous êtes d'accord? Et donc, pour cette deuxième partie, je vais vous donner quelques exemples de différences hommes-femmes qui sont dans la biologie et dont les fondements génétiques ont été prouvés. On a dit le goût et l'aptitude pour les détails et le goût ou l'aptitude pour la globalité. C'est un des critères pour lesquels on connaît les fondements biologiques. Les filles sont douées, en moyenne toujours, pour les détails, et les messieurs pour la globalité. Les filles sont douées pour l'empathie, la douceur, l'empathie, parce qu'elles ont l'amygdale cérébrale qui est en éveil toujours. Là, au fond, là, chaque côté, toujours en éveil. Plus ou moins. Nous, on a une de nos filles, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui est mal quelque part dans une salle, et au bout de 10 minutes, elle est assise à côté pour prendre des nouvelles. Elle a le don d'empathie, et vous savez, il y a un gène de l'empathie qui augmente encore ça. Il y a des personnes qui ont le gène de l'empathie, donc c'est encore plus pour eux. Donc, le don de l'empathie, qui est un don de l'empathie pour le proche. Les femmes ont une empathie forte pour le proche. Les hommes ont un don d'empathie pour le lointain. Situation caricaturale, monsieur dit, on regarde la télé, on devrait comme envoyer un peu d'argent pour les victimes du tsunami. La femme dit, t'es sûr, on ne payerait pas plutôt des cours de maths aux petits qui ont des difficultés. Et empathie pour le lointain, empathie pour le proche. C'est complémentaire. Vous voyez, le détail et la globalité, l'empathie pour le proche, l'empathie pour le lointain. Il y a un problème, et un problème qui survient. La femme va plutôt rechercher un réconfort affectif, en moyenne. L'homme va plutôt chercher une solution, au point où sa femme peut lui dire « Tu me casses les pieds, je t'ai pas demandé une solution, je veux juste que tu m'écoutes. » Ça vous est déjà arrivé quand même, ça, non? Ça arrive dans les couples, non? Et voilà, parce que, mais les deux sont importants, vous ne trouvez pas? Il faut à la fois le réconfort et chercher des solutions. Si on est complètement accaparé par l'affectif, pourra-t-on vraiment s'occuper du rationnel? Parfois on a tellement mal qu'on est comme immobilisé, on ne pourra pas avancer. L'homme est un peu aveugle, en moyenne, donc il avance. Ah ben toi, tu n'as pas de cœur. C'est pas tellement qu'il n'a pas de cœur, c'est que Dieu l'a mis à tes côtés pour que tous les deux, vous y arriviez mieux grâce à cette complémentarité. Vous voyez? C'est des petits exemples de complémentarité comme cela qui font que finalement, on va pouvoir retrouver la grandeur de l'homme et de la femme. Et je vous disais que, vous savez, nous avons chromosomes X et Y. La dame a 2 X, le monsieur a XY. Le X, donc, il est une fois chez un garçon, une fois chez les filles. Lui, il est extraordinaire, l'X, parce qu'il est allé un peu chez tout le monde. Mais l'Y ne va que chez des garçons. Donc, il faut qu'il s'améliore tout seul. Tous les chromosomes, il y a des biologistes dans la salle, il se passe, 2 chromosomes identiques se passent un peu du matériel génétique. S'il y en a un qui est cassé, on prend un petit morceau à l'autre, ça se répare et tout, ça joue. Le chromosome Y est obligé de faire ça tout seul. Il se répare tout seul, il est auto-nettoyant. Le chromosome Y est un ancien chromosome X en somme. Vous voyez, il était comme l'X il y a 160 millions d'années. Et progressivement, il a perdu tout ce qui servait à rien pour la masculinité. C'est parti sur d'autres chromosomes. C'était transloqué sur d'autres chromosomes, ce qui n'était pas spécifiquement utile à la masculinité. Et il a récupéré sur d'autres chromosomes ce qui était utile à la masculinité. C'est pour ça que, quelle que soit notre espèce, on n'a pas que le fait de faire des spermatozoïdes, on n'a pas que le fait de nos organes, on a aussi ces capacités particulières qui sont les capacités de voir loin, d'être un peu moins accaparé par l'affectivité, de s'intéresser à la globalité, qui sont toutes des petites choses qui ont été mises aux côtés de l'Y
pour façonner l'homme. Je ne sais pas, c'est absolument merveilleux. Donc progressivement, au cours des millions d'années, Dieu a façonné l'Y, au point que même du chimpanzé à nous, c'est pas loin quand même, hein, c'est de l'autre côté de la route, d'un point de vue, c'est pas très loin sur le plan de l'histoire, c'est, je sais pas, style 15 millions d'années, c'est rien, hein, entre un chimpanzé et nous, en termes d'ancienneté génétique. Eh bien, il y a un changement radical, il y a un élément radical chez l'homme, sur son chromosome Y, qui n'existe pas chez les autres hominidés, les singes, etc. Et donc on nous dit qu'on descend du singe, ça c'est pas possible. On descend du ciel d'abord, mais c'est sûrement pas du singe. Mais on a des... En effet, Dieu a pris du temps pour façonner toute la nature, et notre chromosome Y a eu des retouches finales avant d'arriver à nous, encore. Voyez ? Le chromosome X, comme je vous l'ai dit, il est absolument merveilleux parce qu'il réussit à passer chez les messieurs et chez les femmes et à compléter la nature de nos êtres des deux côtés, ce qui est assez extraordinaire. Encore un tout petit peu de biologie, vous savez que la femme a 2 X, mais il n'y en a qu'un qui fonctionne dans chaque cellule. Oui, il n'y en a qu'un qui fonctionne dans chaque cellule. Hein. Donc, sous-entendu, la femme a surtout pas d'Y. Donc le Créateur a mis des Y pour que nous, les messieurs, nous puissions compléter la merveille de la féminité par notre présence. C'est quand même assez extraordinaire. Hein. Donc le fait que la testostérone inhibe notre capacité de vocabulaire dès l'embryon, inhibe notre capacité à voir trop ce qui se passe dans le cœur des autres, inhibe notre amygdale cérébrale pour qu'on ne soit pas trop accaparé par l'affectivité, inhibe aussi notre amygdale cérébrale, c'est-à-dire ce qui fait qu'on ne voit pas toutes les étapes pour arriver à quelque chose. Souvent, vous, mesdames, quand on vous dit, tiens, allez, on va, je prends n'importe quoi, on va changer d'appartement. Elle voit toutes les étapes pour arriver. Elle dit, mais c'est pas possible, t'es inconscient. Ben oui, il est inconscient. Parce que lui, son amygdale cérébrale, elle est mise sous le tapis de la testostérone, et il ne pense pas aux détails, lui. Il pense... Dieu lui a donné une sorte de cécité, de manque de vue, de tout ce qu'il faudra faire pour arriver. Donc du coup, il s'engage. Du coup, on est beaucoup plus cash, nous les messieurs, parce que de fait, on ne voit pas tout ce qu'il y aura à faire pour. La femme me dit, mais tu ne te rends pas compte de tout ce qu'il y a à faire. Qui c'est qui va faire les cartons? Qui c'est qui va faire ci? Qui c'est qui va faire ça? C'est moi, ils veulent me le palucher. Non, non, les chromosomes ne nous ont pas dit, les femmes à la cuisine, les messieurs au salon, en train de boire une bière et regarder la télévision. Non, pas du tout. Mais nos chromosomes nous donnent des dons qui sont au service des dons de l'autre, en fait. Et en effet, un père, une mère, c'est complémentaire par ces faits-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ces slogans qui partaient du bon sens, ben, ils ont un fond biologique extrêmement fort. Voilà. J'ai déjà parlé longtemps. C'est parfait. On va laisser un temps de questions. Ce que je vous propose, ceux qui ont des questions prennent le micro, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et ils ne vous entendront pas du tout. Donc, on va prendre la première question. Je crois que Blandine avait une question tout à l'heure. Tu viens prendre le micro. Si tu veux bien te lever et prendre le micro, s'il te plaît. Merci beaucoup. Tu as bien fait de me faire taire parce que la réponse a été Oups. En fait, si j'ai bien compris, dans la première période, donc dans la phase in utero, dans la phase in utero, la quantité de testostérone présente dans le ventre de la maman donne des caractéristiques plus masculines ou plus féminines. C'est bien ça? Tout à fait. Dans le cas de jumeaux, par exemple. Plus typiquement masculine ou féminine. D'accord. Et dans le cas de jumeaux? Ah oui, oui. Alors, Il faut prendre le micro. oui, oui. Ça y est, alors, la question parce que la question, je l'ai souvent. J'ai souvent la question des jumeaux. Bon, d'abord,
là, il y a un petit problème, c'est qu'on va tomber dans des détails de biologie qui risquent d'accaparer, il faudra longtemps pour expliquer, et le rapport coût-bénéfice est modeste. Donc je comprends ton désir, Blandine, de le savoir, et on pourra en parler en aparté, mais il y a beaucoup de jumeaux bivitellins d'abord, ils n'ont pas le même, qui nagent pas dans le même liquide, etc., etc. Mais de fait, si vous voulez, vous pensez des faux jumeaux qui seraient univitellins. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit très fréquent. Hein. Ça ne veut pas exister. Hein. Voilà. Je vais prendre le micro de 10 secondes. Si certains qui sont en visio ont une question, vous levez la main et on vous donnera la parole également. Est-ce qu'il y a une deuxième question dans la salle? Alain. Si j'ai correctement compris, c'est à l'âge où ça se développe, dans la première partie ou la seconde partie de l'adolescence, que les enfants sont les plus vulnérables aux incitations à faire ceci ou cela. Et sur là, on a envie de parler des gens qui souffrent, donc je comprends votre question. Donc, je ne vais pas être trop long sur la problématique des demandes de changement de sexe, mais ils sont fréquents dans toute l'adolescence, hein, mais malheureusement dès très tôt, au point qu'on bloque l'adolescence, on bloque la puberté même de certains petits-enfants, ce qui est très grave parce que la puberté, il y a un âge pour ça. C'est-à-dire, de la même manière qu'il y a un âge pour apprendre à lire, il y a un âge pour apprendre les langues, après on s'en voit, il y a un âge pour apprendre à lire, plus tard ce sera difficile, il y a un âge pour faire sa puberté. Hein. On ne peut pas refaire sa puberté si on l'arrête, comme ça se fait pendant 4 ans, par exemple 3 ans, en disant il faut que le petit grandisse pour prendre sa décision. Mais c'est pas possible, on ne peut pas grandir sans nos hormones, vous comprenez? On maintient, on en fait un eunuque en fait, hein, on maintient un enfant dans l'enfance, et on lui dit on va attendre que tu grandisses pour savoir si tu changes de vie. C'est possible, on le prive de ce qui va le faire plus devenir ce qu'il est, voyez. Donc c'est grave en fait. Mais c'est peut-être pas ça que vous vouliez demander. Voilà. Qu'est-ce qui est la cause de la plus ou moins grande concentration de testostérone dans le liquide amniotique? Alors moi, il se trouve que j'ai analysé ceux du CHU de Lyon, donc j'en ai beaucoup sur ma machine. C'est assez intéressant de voir comme ça change d'un être à l'autre. C'est-à-dire que d'un garçon à l'autre, c'est très variable. Donc il y a des mecs qui sont typiquement masculins, on voit des petits gars, des petits mecs, sans doute que dans le ventre de la maman, il y a beaucoup de testostérone, et d'autres beaucoup moins. C'est vraiment très variable. Qu'est-ce qui fait ça? Eh bien, c'est ses chromosomes. C'est ses chromosomes à lui. C'est bien l'enfant qui fabrique ces hormones. Ce n'est pas la maman, en somme. Ça va? Oui, c'est ça. La testostérone, elle n'est pas à la fécondation. Non, comme tu dis, voilà. Dans le liquide amniotique, il y a autre chose que de la testostérone. Ah oui, mais c'est la testostérone qui joue quand même. Mais elle apparaît à quel moment? Oh, tu sais, je dirais entre la 10e à la 10e semaine, il y en a déjà bien. Au moment de la différenciation. Absolument. Tu as déjà donc on a déjà le testicule ou l'ovaire, et à ce moment-là, la quantité augmente dans le liquide amniotique, et puis va varier pendant la grossesse. Hein. Mais le temps de formation du cerveau, semble-t-il, où ces choses comptent beaucoup, c'est à peu près à partir de la 8e semaine jusqu'à 22-24 semaines. Est-ce que j'ai répondu un peu à ta question? Mais la question des mamans, c'est est-ce que par hasard ça serait moi? Hein, notamment quand une fille, par exemple, la maman a lu, par exemple, mon livre et se dit, mais est-ce que ce serait de ma faute si j'ai un garçon manqué? C'est-à-dire une fille qui a plein de qualités masculines. Ça existe, hein? Elle peut s'inquiéter.
Il se dit, ben, peut-être que c'est moi qui ai mis la testostérone. Non, la testostérone vient des surrénales de la petite fille. Donc, voilà. Sauf dans des cas de maladies qui sont connus, mais je ne veux pas vous en parler parce que sinon on va arriver, et qui sont rares, mais il y a des maladies assez rares qui font que des petites filles se trouvent être des garçons manqués. Ça existe. Donc en aparté, je peux essayer d'expliquer, mais là ça prendrait trop de temps. Mais vas-y. Donc ça veut dire qu'il y a des petites filles dont les surrénales produisent plus de testostérone qui ne serait normal. Que la moyenne. Que la moyenne, parce qu'on est dans la normale dans tout ça. Moi, dans mes données, là sur ma machine, j'ai des petites filles qui ont plus de testostérone que les petits gars qui en ont le moins. Donc c'est des filles, mais elles ont des petits traits de caractère qui sont plus fréquents chez les garçons. Et puis ces petits gars ont plein d'aptitudes qu'on reconnaît plus aux petites filles, ceux qui en ont très peu, pour un gars. Vous voyez ? Alors, quand on pense aux jeunes filles qui deviennent des scientifiques, elles ont un mental plus masculin, ou elles ont, enfin, quand elles sont ingénieures, elles ont des dons plus fréquents chez les garçons. Elles ne sont pas masculines. Il faut qu'on fasse attention, tu comprends en France. Il y a eu des abus de langage. J'ai une part de femme en moi, ou j'ai une part de garçon en moi. Faire très attention avec ce genre de choses, qui sont totalement fausses. Si on est un homme ou une femme, ça se connaît sur notre corps, qui reflète nos chromosomes, sauf les cas de maladies rares. Et donc, en pratique, si on est femme ou homme, c'est notre corps qui nous le révèle. Mais après, il y a une belle diversité, et donc la personne dont je te parlais tout à l'heure, qui est une femme, une belle femme, mais qui a un cerveau polytechnicienne d'ailleurs, comme par hasard, ben, il se peut que dans le ventre de sa maman, il y avait beaucoup de testostérone sécrété par ce surrénal. C'est possible. Ça s'appelle des femmes qui ont des dons plus réputés chez les messieurs. Je vous encourage à faire très attention au langage et à refuser toute la manipulation du langage, parce que si on perd le langage, on a tout perdu. Vous voyez, par exemple, je n'ai pas utilisé un mot, je n'ai pas utilisé le mot genre, parce que le mot genre n'a ni queue ni tête. C'est un outil de manipulation de la société. Le genre, il est masculin chez l'homme et il est féminin chez la femme, tout bête. C'est pas... Tout ça, c'est de la manipulation de langage. Le genre, c'est une expression du sexe. Et le sexe, il n'y en a que deux de sexe. Mais il y a une belle diversité. Regardez, parmi les femmes, il y en a qui sont vraiment empathiques de manière extraordinaire pour le proche, et d'autres, pas du tout. On peut mourir à côté, elles ne se rendent pas compte. Non, vous voyez, je rigole. Nous sommes très très divers, et il y a des hommes extrêmement empathiques pour le proche, et d'autres qui ne pensent qu'à aller sauver les Esquimaux ou les... Voilà. Et oui, parce qu'on est sur un continuum entre l'empathie du proche et l'empathie du lointain. Vous voyez ? Je sais pas, est-ce qu'il y a une dernière question quand même, ou pas ? Blandine, vas-y. C'est pas évident. Prends le micro. C'est pas facile finalement parce que en ce qui concerne l'orientation des jeunes, finalement, on leur demande des grands choix, notamment pour les études, qui sont finalement assez tôt, il me semble. C'est vrai. D'un autre côté, on a beaucoup d'aptitudes qu'on peut développer. Regardez, moi, je ne suis pas du tout sportif. Mais si
j'avais été plâtrier peintre, par exemple. Il aurait bien fallu que je développe ma musculature. Sous-entendu, ça c'est très important ce qu'on évoque là. Qu'est-ce qui fait nous-mêmes? Il y a les fondations, en effet, mais il y a ce qu'on développe de ces fondations par l'éducation. On dit que les vertus sont les plis de l'âme. En effet, dans le cerveau, c'est comme ça que ça se passe. De la même manière que si je fais des muscles, mes muscles grossissent. Si je me sers beaucoup des zones d'apprentissage des langues, il y a certaines zones qui deviennent plus épaisses. Si au contraire je fais beaucoup de musique, il y a certaines zones qui deviennent plus épaisses. Vous voyez, ça s'appelle la plasticité cérébrale. L'éducation est extrêmement forte pour développer les aptitudes. Et puis après, il y a les choix libres de chacun d'entre nous. Nos actes nous façonnent. Et ça, c'est très important. Nos actes nous façonnent, ça se voit. Quand une maman, par exemple, on suit... Mais un papa, ça marche aussi. Un papa se trouve être très proche de sa femme pour élever les petits. Je pense à un des papas, un de nos gendres. Il s'occupe beaucoup des petits. Eh bien, on a suivi, pas nous, mais des chercheurs ont suivi par des imageries cérébrales fonctionnelles, chaque mois, des papas et des mamans. Et en fonction de l'activité de paternage ou de maternage intense ou pas, certaines zones se développent. On le voit en imagerie cérébrale. Nos actes nous façonnent. C'est pas de la blague. Moi, je trouve ça merveilleux. Nos actes nous façonnent. On a plus de potentiel qu'on ne croit. Donc, vous voyez, Blandine, je comprends, moi, que ça nous met un peu en prudence sur les choix professionnels, mais il ne faut pas non plus s'inquiéter. On n'est pas déterminé biologiquement à faire une profession. Je sais pas... Je pense qu'on a tous, beaucoup entre nous, des enfants, on voit bien, ou nous-mêmes, on est devenus parce qu'il y avait la nécessité ou parce qu'il y avait ce que l'on est. Donc, on avait des aptitudes et des motivations. L'éducation nous a permis de les développer, au contraire, a mis le chapeau dessus. Il y a des femmes qui ont plein de dons féminins, mais qui se font rembarrer par leur mari qui ne les apprécie pas. Elle ne les développe pas. Et puis, il y a la liberté de chacun de dire « je veux ». Et le « je veux » se fait beaucoup dans le lobe frontal, en effet. Le « je veux ». Le « je veux » qui fait que on peut faire des choses inimaginables. Vous savez que la liberté, on dit la liberté c'est ennuyeux parce que du coup on peut pécher. Oui, mais la liberté, c'est le don qui nous permet l'excellence. C'est-à-dire un animal peut faire vraiment ce qu'il doit. Très peu excellent, si ce n'est dans leur biologie. Bien sûr, il y a des choses merveilleuses, hein. Le chant des paradisiers ou certains nids extraordinaires, fantastiques, mais c'est dans la biologie, c'est déjà écrit dans la biologie. Nous, autre que ce qui est écrit dans notre biologie, on peut exceller. Bon, je vais m'arrêter parce que pas mal d'autres choses sont dans le bouquin, si ça vous intéresse. Voilà. Une dernière question. Est-ce que si on faisait une échographie cérébrale à une personne âgée, on pourrait lire sa vie? Je ne sais pas, écoute. Est-ce qu'en faisant une échographie cérébrale à une personne un peu âgée, on pourrait lire sa vie et ses choix de vie? Alors, je comprends, ça c'est un petit peu comme... c'est un peu comme le désir ou le rêve que l'on a de voir le passé en regardant ce qu'ont reçu les astres. Il y a les astres qui ont reçu... on peut redétecter une lumière du passé, etc. C'est des fantasmes un peu. Mais il y a du bon sens dans ta question. C'est-à-dire que oui, le cerveau, c'est comme les muscles. Donc ce que j'ai beaucoup développé, une imagerie cérébrale peut me le dire. Elle peut me révéler qui je suis, entre guillemets, pour certains efforts que j'ai faits. Notamment, je te dis, c'est vrai pour les musiciens, ça a été fait pour les musiciens, ça a été fait... Mais, vous voyez, oui, bon, je crois qu'il faut que je m'arrête. Vas-y. Les mathématiciens, ça a été fait. Et donc, moi, je trouve très touchant pour les papas et les mamans. Mais ça a été fait même. Vous voyez, le Dalai Lama aime énormément les neurosciences. Oui. Et donc, autour de lui, il y a beaucoup de scientifiques.
Et ils s'intéressent beaucoup à la méditation et à la compassion. Et donc, ils font des exercices de compassion et ils font des imageries cérébrales pour voir quelles sont les zones du cerveau qui évoluent à mesure que la personne devient plus compatissante. C'est intéressant, hein, je trouve.